Bonjour. L'informatique, en particulier les ordinateurs de calcul, ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de la biologie structurale. L'augmentation constante du nombre de structures déposées dans la PDB en est une conséquence, même si les synchrotrons y ont également contribué. L'informatique est omniprésente dans nos vies quotidiennes. Pour pouvoir communiquer avec les ordinateurs, des interfaces graphiques sophistiquées ont été développées. Nous nous sommes habitués à leurs utilisations. Néanmoins, pour effectuer des tâches complexes, il peut être nécessaire de communiquer autrement avec les ordinateurs. L'objectif de cette séquence est d'introduire le système d'exploitation Linux. Pour commencer, partons de la question de base. Qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est d'abord une grosse calculatrice, c'est-à-dire une unité centrale composée d'un microprocesseur et d'une mémoire centrale. Le microprocesseur, au cœur de l'ordinateur, est composé d'une unité arithmétique et logique qui effectue les opérations et d'une unité de contrôle qui gère les flux de données avec la mémoire centrale. L'unité centrale est alimentée par des périphériques d'entrée, comme le clavier et la souris. L'affichage des résultats est réalisé sur des périphériques de sortie, comme l'écran ou l'imprimante. Les masses de données à traiter sont considérables, bien plus grandes que la taille de la mémoire centrale. Ces données sont stockées sur des périphériques de stockage, comme les disques durs. Elles peuvent être aussi transportées vers d'autres ordinateurs grâce à des clés USB ou des disques durs externes. Pour coordonner toutes les opérations entre les différentes parties de l'ordinateur, le grand chef d'orchestre est le système d'exploitation. Le système d'exploitation gère l'utilisation des périphériques ainsi que l'accès aux fichiers et aux ressources nécessaires au fonctionnement des applications. L'histoire des systèmes d'exploitation est fortement liée à celle des ordinateurs. Les premiers ordinateurs effectuaient des tâches de façon séquentielle et avaient besoin de nombreuses interventions humaines. La première génération de systèmes d'exploitation effectuait un traitement par lot. En effet, le programme et les données étaient sur des cartes perforées. Le système d'exploitation devait gérer le bon déroulement de chaque lot de cartes. Dans les années 60 est apparue la seconde génération de systèmes d'exploitation, pouvant gérer la multiprogrammation. Plusieurs programmes pouvaient tourner sur un même ordinateur et le système d'exploitation passait d'un programme à un autre quand il y avait un temps d'attente, par exemple pour une impression. La troisième génération a introduit la notion de temps partagé et d'utilisateurs multiples. Plusieurs programmes peuvent être lancés par plusieurs utilisateurs. Le processeur passe des temps très courts sur chaque programme, ce qui donne une impression de traitement interactif à chaque utilisateur. L'un des premiers systèmes d'exploitation de la seconde génération a été développé au début des années 60 sous le nom de Multics et devait gérer la multiprogrammation de façon multiplexée. Il a ensuite été adapté à la fin des années 60 pour intégrer les contraintes de temps partagé. Il a été appelé uniplexé par opposition à multiplexé, ce qui a donné Unix, qui s'est vite transformé en Unix avec un X. Il faut noter que le système d'exploitation était écrit en langage machine et était donc dépendant de chaque ordinateur. En 1973, les ingénieurs Ken Thompson et Dennis Ritchie ont réécrit le noyau Unix en langage C. Ce langage de programmation est particulièrement adapté à la notion de temps partagé. Il peut être utilisé sur tous les processeurs existants, ce qui a permis à Unix d'être porté sur la plupart des nouvelles plateformes et a donc assuré son succès. En 1991, on assiste à une deuxième grande révolution. Linus Torvald, qui est étudiant à l'université d'Helsinki, décide de reprogrammer entièrement Unix sous licence libre, licence GNU. Il va l'appeler Linux, en référence à Unix et à son propre prénom. Linux est donc devenu une version d'Unix entièrement libre et gratuite qui peut être utilisée aujourd'hui sur tous les ordinateurs. C'est la raison pour laquelle beaucoup de développeurs de programmes choisissent Linux comme environnement de travail. Le système de fichiers Linux est organisé sous forme d'arborescence. On parle de racines, de branches, qui sont les dossiers, et de feuilles, qui sont les fichiers. Il est important de retenir qu'il existe deux notions de chemin d'accès. Le chemin d'accès absolu, qui part de la racine et qui commence toujours par un slash. Le chemin d'accès relatif, qui part de l'endroit où l'on se situe, qui est le dossier marque dans cet exemple. Vous pouvez noter l'utilisation des deux points pour remonter d'un niveau.
L'interaction avec l'ordinateur peut se faire grâce à une interface graphique qui ressemble beaucoup à ce que vous connaissez sur les ordinateurs de bureau. Le but de la séquence d'aujourd'hui est d'introduire une façon différente d'interagir avec l'ordinateur, grâce à une fenêtre terminale dans laquelle nous pouvons taper des lignes de commande. Il existe beaucoup de commandes Linux. Nous allons voir ici quelques commandes de base. Avant de commencer, il y a deux choses importantes à retenir. Premièrement, les commandes correspondent généralement à des acronymes en anglais. Ensuite, elles sont sensibles à la casse, c'est-à-dire au fait d'être en majuscule ou en minuscule. Le premier exemple est la commande qui permet de savoir où l'on se trouve dans l'arborescence, ce qu'on appelle le dossier de travail. Pour cela, il faut utiliser la commande pwd, qui est l'acronyme de Print World Directory. Pour changer d'emplacement, il faut utiliser la commande Change Directory ou CD. Cette commande doit être suivie du chemin d'accès qui peut être exprimé de façon absolue, comme ici, ou de façon relative, comme nous l'avons vu précédemment. Le résultat peut être vérifié par la commande pwd décrite précédemment. La commande pwd est certainement la commande la plus utilisée quand on travaille sous Linux. La commande ls permet de lister le contenu d'un fichier. Dans l'exemple présenté, nous voyons qu'il y a 3 fichiers dans le dossier doc. Les fichiers Linux peuvent être des programmes ou des données. Les programmes peuvent être de deux types, soit des exécutables binaires, soit des fichiers texte. Un fichier exécutable binaire est un programme qui a été compilé et qui est l'équivalent d'un fichier .exe dans Windows. Le système d'exploitation Linux étant écrit en langage C, les commandes Linux sont elles-mêmes des programmes qui ont été compilés par un compilateur C. C'est par exemple le cas de la commande pwd, qui est un fichier exécutable. Un programme peut être aussi un fichier texte qui contient une série de commandes pour lancer des protocoles et qui est accessible avec un éditeur de texte. C'est par exemple le cas du fichier de commande qui permet de lancer la suite de programmes CCP4i. Les fichiers de données peuvent également être des fichiers texte ou des fichiers binaires. L'extension donne souvent des informations précieuses sur le type de fichier. Dans l'exemple que nous avons pris précédemment, il y avait 2 fichiers de données dans le dossier doc. Comme vous le voyez ici, le fichier .img est un fichier binaire, alors que le fichier .pdb est un fichier texte. Vous voyez ici 2 types de fichiers de données régulièrement utilisés en biologie structurale. Le fichier .img est un fichier binaire, tout comme les photos stockées sur votre téléphone portable. Il contient l'image d'un cliché de diffraction. Il doit être lu par des logiciels spécialisés pour être visualisé. Le fichier .pdb est un fichier texte. Il permet de décrire la structure atomique d'une molécule en donnant la position dans l'espace de chaque atome. Cette page regroupe un ensemble de commandes Linux utiles qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Il y en a bien sûr beaucoup plus, et nous n'allons pas les détailler ici. J'espère que cette introduction, très courte, vous permettra de faire vos premiers pas dans le monde Linux. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.